Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième webinaire de l'édition spéciale du CRI Pandémie, notre séminaire annuel Convergence, Recherche, Intervention, organisé conjointement par le RISC, l'Institut universitaire sur les dépendances, l'Équipe Hermès et l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Donc, avant de commencer le webinaire aujourd'hui, voici quelques précisions concernant son déroulement. Donc, le webinaire se déroulera en 2 temps, qui se débute en fait d'abord par une conférence magistrale de Vincent d'une durée de 30 minutes, qui sera suivie d'une période de questions de 15 à 30 minutes. Puis, je voudrais remercier dès maintenant les participants qui se sont joints à nous. Donc, vous êtes dans un mode de type webinaire là, du Zoom, alors votre micro et votre caméra sont automatiquement désactivés, ce qui nous permet d'assurer une bonne qualité de son puis d'accueillir davantage de participants là, à notre webinaire. Vous pouvez cependant interagir avec notre conférencier de 2 façons, soit en indiquant vos questions courtes via la fenêtre chat ou clavardage qui est disponible en bas de votre fenêtre Zoom, ou alors en posant et en commentant verbalement vos questions à la fin du webinaire. Donc, pour ce faire, je vous inviterai à cliquer sur le bouton « Lever la main » qui est situé également en bas de votre fenêtre Zoom, puis je pourrai vous accorder à ce moment-là la parole en activant votre micro et votre caméra. Vous pouvez également me contacter personnellement si jamais vous éprouvez des difficultés ou si vous avez des demandes particulières à me faire. Finalement, si jamais votre connexion coupe, cliquez simplement à nouveau sur le lien de connexion Zoom pour vous joindre à nouveau à nous, mais on ne pense pas que ça va être une problématique aujourd'hui. Donc, prenez finalement note que la conférence est enregistrée puis va être disponible pour rediffusion sur notre site web. Puis la présentation PowerPoint sera également rendue disponible sous peu sur notre site web. Ceci dit, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Vincent Wagner, dont le webinaire s'intitule « Expérience individuelle au temps, trajectoire additive et socio-professionnelle chez de jeunes adultes en situation d'itinérance ». Ou la version plus longue disponible présentement sur son PowerPoint. Donc, bon webinaire à tous et à toutes. Puis, je cède maintenant la parole à Vincent qui va pouvoir se présenter et débuter sa présentation. Merci Émilie. Bonjour à toutes et à tous. En fait, je suis bien contente d'être là aujourd'hui pour cette conférence un petit peu originale, à peu près dans mon salon et à peu près partout en même temps. Comme Émilie vous l'a dit justement, c'est que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans les titres de la présentation, mais en fait, on va bien parler d'expérience individuelle au temps, d'itinérance, de consommation, en lien avec justement des jeunes impliqués dans un programme à basse seuil d'exigence, axé sur l'emploi situé à Montréal. Ça, on est toujours OK sur ça. Donc moi, me concernant, en fait, donc je suis en ce moment, dans le contexte actuel, je suis un peu un chercheur, un peu quantique, un peu fantôme, dans le sens où je ne suis plus vraiment un chercheur postdoctoral, ce qui était le cas en fait, au moment où cette étude était réalisée. Et je suis presque en fait, chercheur d'établissement au niveau de l'Institut universitaire sur la dépendance. Voilà, pour un peu situer le contexte. Alors, pour commencer maintenant, peut-être que... Hop, voilà. Déjà, pour donner quelques remerciements par rapport à tout ce long travail qui a été fait, donc déjà, je voulais vraiment remercier les participants qui ont accepté de nous rencontrer, de nous parler au sens large, autant pour notre volet, le volet de travail que je vais exposer aujourd'hui, autant que pour tout le projet plus large dont je parlerai également. Également, remerciements aux partenaires du projet plus direct, donc Spec de Rue, qui chapeaute justement le programme Tapage à Montréal, et Tapage France, un peu le partenariat transatlantique à ce niveau-là. Et comme je disais, en fait, donc, ce travail-là est en fait issu de mon projet de recherche postdoctorale qui a été financé à la fois par l'Institut universitaire sur les dépendances, mais également en lien avec un financement plus large au niveau de Santé Canada et du ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec. Voilà. Et également, donc, je voulais remercier le RISC parce que aux côtés de l'Institut, on a pu justement mettre en place des financements pour que je puisse aller présenter des premiers morceaux de ce travail-là à différentes occasions, à différents événements de diffusion scientifique. Alors, pour commencer, pour reprendre un peu le contexte de tout ce cheminement-là, on peut partir de l'idée, du constat que le fait que les jeunes soient en situation d'itinérance constitue vraiment une problématique, une situation préoccupante, dans le sens où on s'appuie par exemple sur les données d'un récent recensement qui a eu lieu à Montréal et qui montrait qu'à peu près 20% des personnes qui étaient en situation d'itinérance avaient moins de 30 ans.
A fortiori, en fait, l'enjeu est que cela constitue une population particulièrement vulnérable qui vont être confrontés à un ensemble de problématiques, à la fois au niveau de leur santé physique, mentale, et au niveau justement de l'insertion du fonctionnement social au sens plus large. Et ce qui peut être encore plus problématique dans ce cas de figure, c'est qu'on constate également un faible recours aux services. Et quand ils arrivent justement à rentrer dans ces services-là, il y a de fréquentes interruptions justement dans les suivis qui leur sont proposés. Donc dans ce cas-là, ça va poser vraiment des problématiques en termes d'évolution dans les trajectoires individuelles et au niveau du rétablissement au sens large. Alors, justement, pour essayer de trouver quelque chose pour appuyer ce changement-là et donner une bonne impulsion au niveau des trajectoires et des évolutions dans leur vie, on a considéré justement que l'emploi, justement l'insertion professionnelle ou la réinsertion professionnelle, était associée à des modifications positives dans les trajectoires à la fois de consommation de substances psychoactives et d'itinérance. Généralement, quand quelqu'un, si je me réfère à ces travaux-là, si quelqu'un arrive justement à être en emploi, on constate justement une stabilisation, quelqu'un qui va être moins exposé aux conduites à risque de consommation de substances et justement une stabilisation des conditions de vie sens large, autant au niveau résidentiel que justement par rapport à l'emploi, les sources de revenus, le fait d'avoir une réinsertion socio-professionnelle au sens large. Ensuite, la question c'est que, ok, on peut considérer que l'emploi est une piste intéressante, mais le problème c'est qu'il faut encore que ces jeunes-là y accèdent. Et là, justement, pour pouvoir rendre l'accès à cette solution plus accessible, on va considérer justement l'intérêt des programmes à bas seuil d'exigence accès sur l'emploi. Donc, à bas seuil d'exigence, qu'est-ce que ça va signifier? C'est justement que ça va être des programmes qui vont disposer de prérequis beaucoup plus souples, justement, concernant l'accès et la rétention des usagers. Typiquement, si vous voulez, on va avoir classiquement des programmes qui peuvent être en temps normal beaucoup plus stricts vis-à-vis des conditions de consommation. C'est-à-dire quelqu'un qui va consommer, qui va se présenter sur une activité de travail, des choses comme ça, qui va potentiellement pouvoir se faire exclure plus ou moins temporairement, plus ou moins de façon permanente. Ici, en l'occurrence, on va dire il y aura une tolérance un peu plus souple. On va quand même reprendre la situation avec le jeune, mais ça n'est pas quelque chose qui va conduire à son exclusion définitive du programme. Et donc, c'est justement pour faciliter l'accès et la rétention des usagers. Et pour ça, justement, que ça constitue une piste d'intervention pertinente dans ce contexte-là. Je vais aller juste qu'il y avait un commentaire que je vais prendre en cours de route. Ok. Je descends là. C'était quoi? Alors, pour continuer. Alors, donc là, spécifiquement, dans ce contexte-là, on va parler un peu plus spécifiquement de tapage. Donc, tapage pour travail alternatif payé à la journée. Ici, il s'agit donc d'un programme à bas seuil d'exigence accès sur l'emploi situé spécifiquement à Montréal. Il est conçu pour cibler les jeunes âgés de 16 à 30 ans qui sont en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance. Et on va dire le cœur de ce programme-là est justement de proposer à ces jeunes-là des opportunités d'emploi rémunérées soit à chaque jour, et dans ce cas-là, on va parler du volet 1, ça je reviendrai un peu plus en détail là-dessus plus tard, ou via des contrats de travail plus longs dans un second temps, donc le cas du volet 2. Sachant que le volet 2 s'accompagne aussi d'une action plus large sur les conditions de vie, éventuellement sur les conditions de fonctionnement au niveau social, les conditions de santé, les conditions de toutes les démarches administratives que peuvent vraiment s'associer à une notion de rétablissement. Et ce qui est intéressant à considérer dans le cadre de cette étude, c'est que justement ces deux volets-là vont faire écho à une temporalité différente. Et là, ça fait justement un petit peu mon lien avec la thématique qui va m'intéresser spécifiquement, donc la question de la temporalité. Ici, ça va spécifiquement faire référence à la manière dont les personnes considèrent et se positionnent vis-à-vis de leur passé, leur présent et leur futur. Ce qui est intéressant avec cette notion-là, c'est que celle-ci constitue une ressource subjective dans l'expérience que la personne a, donc une ressource subjective autant impliquée dans l'orientation des conduites individuelles, au sens large. Et spécifiquement dans notre contexte, justement, la temporalité, l'expérience subjective au temps, est associée à aux conduites à risque. Et notamment, on a des documents et des informations qui la relient à la consommation de substances psychoactives, aux relations sexuelles non protégées, et au statut à l'évolution socio-professionnelle. Ici, par exemple, pour vous donner des exemples, on associe par exemple la consommation à risque de substances psychoactives à des personnes qui sont beaucoup plus ancrées
dans un présent, dans la recherche d'une satisfaction immédiate, mais en même temps associé à une certaine résignation vis-à-vis de ce qui leur arrive. C'est ce qui m'arrive dans ma vie, je n'ai pas forcément de contrôle sur le déroulé des choses. Donc ça, c'est une composante du présent qui est importante. Et en même temps, on va considérer que c'est des personnes qui sont peu en capacité de se projeter dans le futur. Et inversement, elles sont encore très, très, dominées par un rapport négatif à leur passé. Il y a des choses qui sont passées dans leur histoire et ça continue à les travailler encore aujourd'hui, de façon très conséquente. Là, par exemple, pour quelque chose d'un peu plus prédictif, en fait, dans un contexte clinique, on avait justement, ça c'est le fruit d'un article qui a été publié récemment, on avait réalisé une étude en milieu clinique, donc dans un centre de soins qui accueille des personnes qui avaient une consommation problématique d'alcool, et on s'est rendu compte qu'en fait, que le fait d'avoir une certaine orientation marquée vers le futur permettait de prédire une meilleure évolution concernant la consommation d'alcool et les problématiques associées à cette consommation-là à 6 mois de temps, dans le cadre de cette étude spécifiquement. Donc, en tout cas, il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là, d'association de comment la temporalité et les conduites peuvent s'influencer de façon générale. Donc, dans le cadre de cette étude, on a voulu justement, en se basant sur le point de vue des jeunes utilisateurs du programme Tapage, spécifiquement dresser un portrait de leur expérience subjective au temps, parce qu'on constatait au niveau de la littérature que s'il existait certaines données sur cette notion de temporalité au niveau des personnes en situation d'itinérance, dans un premier temps, ça concernait surtout des personnes plus âgées, et surtout, c'est énormément de données quantitatives. Alors, on n'a pas forcément la finesse de l'analyse qualitative qui permet justement de mieux comprendre la place de cette dimension-là dans leur trajectoire de vie. Dans un second temps, justement, c'est de mieux saisir les interrelations entre cette dimension individuelle et leur trajectoire de vie, notamment vis-à-vis de la consommation de substances et celle de réinsertion socio-professionnelle. Et enfin, l'idée était aussi de savoir comment le programme Tapage module ou non cette expérience subjective au temps et comment celle-ci agit ou non simultanément sur leur expérience au sein du programme. Vraiment quelque chose de très interrelié à ce niveau-là. Voilà. Donc, pour vous donner quelques éléments méthodologiques pour mieux saisir un petit peu le cadre de l'étude. Alors tout d'abord, comme je l'ai évoqué au tout début de la présentation, donc, mon projet de recherche s'inscrivait vraiment dans le cadre d'un plus large projet de recherche participatif en lien avec le programme Tapage. Donc, c'était vraiment pour voir un petit peu le fonctionnement du programme, les effets du programme sur les jeunes qu'il fréquentait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre recrutement est toujours en cours, qui a commencé quand même à la fin de l'automne 2018, qui se réalisait à la fois sur le site directement au niveau de Spectre de Rue, qui propose le programme Tapage à Montréal, et spécifiquement aussi via les références des intervenants, qui permet de cibler certains profils de jeunes. Ça, je reviendrai sur ces critères-là ensuite. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en plus, on tombe dans le contexte actuel qui fait qu'on a besoin vraiment de s'adapter aux conditions à la fois de recrutement, à la fois de passation, ce qui fait que beaucoup de choses se font à distance, mais bon, petit à petit, les choses s'adaptent. Ensuite, donc cette étude plus largement donc de vie qualitative, je l'ai expliqué rapidement, descriptif un petit peu justement pour voir cette expérience auprès des jeunes, ces trajectoires, les interrelations entre cette expérience individuelle au temps et ces trajectoires, etc. Donc, de façon générale, on a conduit un certain nombre d'entrevues de recherche. Plus précisément, je vous donnerai le nombre exact tantôt. Donc, les entrevues de recherche est combinées justement avec un ensemble de questionnaires complémentaires qui viennent justement appuyer et approfondir un petit peu notre démarche de recherche. Et enfin, sur le contenu des entrevues de recherche, on a réalisé un ensemble d'analyses thématiques en fonction des 3 objectifs que je vous ai détaillés juste avant. Alors, au niveau des critères d'inclusion, on reprend un petit peu les critères du programme Tapage. Donc déjà, le fait d'être âgé de 16 à 31 ans. 31 ans, pourquoi? Parce que généralement, on prenait les personnes qui finissaient un petit peu le programme Tapage et qui étaient encore à peu près en lien. Donc, le temps des suivis, etc., il continuait à vieillir, entre guillemets, quoi. Ensuite, le fait d'avoir une application relativement récente dans Tapage, donc d'avoir fait 3 activités, autant des volets 1, des volets 2, dans les 3 derniers mois. Et enfin, présenter une consommation récente de substances. Alors, nous, on s'est rendu compte rapidement que ça serait intéressant d'avoir une certaine diversification, une certaine diversité dans les profils des personnes qu'on rencontrait. Donc, on essaie justement de considérer la question de l'âge, d'avoir des personnes relativement âgées et plus jeunes, de genre, donc autant de femmes, d'hommes, etc. Le degré d'exposition au programme, autant avoir des personnes qui
viennent de commencer le programme tapage et des personnes qui ont un certain parcours avec lui, qui ont fait éventuellement des allers-retours, ce qui est possible également. Et ensuite, considérer le profil de consommation, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas forcément les mêmes profils en fonction des différentes personnes. Donc voilà. Pour ces données méthodo, on a ça. Donc maintenant, je vais passer un petit peu aux principales données du projet. Donc déjà, pour vous dresser un peu le portrait des participants qu'on a pu rencontrer, on a eu l'occasion de rencontrer, pour le volet qualitatif de ce projet, 23 participants, dont une très large majorité d'hommes et 4 femmes. Malgré justement les critères de diversification, on a vraiment essayé de contrebalancer, d'aller chercher plus de femmes pour voir vraiment les spécificités de leur expérience à elles. Mais le fait est que ça reste très majoritairement masculin. Un âge moyen de 24,65 ans, essentiellement célibataire sans enfants. Un peu plus de la moitié n'a pas complété des études secondaires. Présente également diverses sources de revenus. Là, ce que je vous ai surtout mis, en fait, c'est les principales. Il y en a d'autres encore où ils essaient vraiment, ce qui est important de retenir, c'est qu'ils cumulent vraiment beaucoup de sources de revenus. Mais là, les principales sont ici. Donc, aide gouvernementale, revenus d'emploi, revenus liés à tapage et soutien financier de l'entourage. Et il y en a d'autres derrière. Principal lieu de résidence, c'est un peu le même raisonnement, c'est qu'ils ont tendance à circuler entre différents lieux. Mais les principaux, encore une fois, donc les ressources d'hébergement chez les personnes de leur entourage, dans leur propre logement quand ils en ont un, ou encore dans la rue. Alors, ce qu'il faut aussi constater, c'est que la première implication dans le tapage reste là, par rapport à cet échantillon, relativement ancienne. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en lien avec le programme depuis plus d'1 an maintenant. Et enfin, on a beaucoup de personnes qui ont une participation récente dans le volet 1, mais vous verrez qu'en fait, ce n'est pas forcément des trajectoires uniformes. Ça peut être des personnes qui viennent de commencer, qui sont dans le volet 1, mais des personnes qui ont fait volet 1, volet 2, qui reviennent au volet 1 plus tard, etc. Mais voilà, en l'occurrence, c'est beaucoup de plateaux de travail payés à la journée, donc du volet. Alors, au niveau des consommations de substances, j'essaie un petit peu de vous présenter les principales catégories de substances qui étaient associées à des niveaux de risque à la fois modérés et importants. Donc, pourquoi les niveaux de risque? C'est justement quand cette consommation a un certain nombre d'impacts à la fois sur la santé physique et mentale et sur le fonctionnement social des individus. Donc, c'est vraiment pour considérer quelles pouvaient être les plus problématiques dans cet échantillon-là. Donc là, vraiment dans l'ordre un petit peu de la prévalence, on a vraiment tabac, cannabis, puis après boissons alcoolisées au sens large, donc l'alcool en premier lieu, puis après cocaïne et tous les autres stimulants qui sont associés. Et après le reste, on observe quelques autres catégories de substances, mais c'est beaucoup moins fréquent en termes de prévalence. Alors, au niveau de l'analyse qualitative, donc vraiment ce qui a constitué le cœur de ce travail, on peut revenir sur vraiment 4 axes thématiques significatifs. Donc tout d'abord, on va montrer comment le passé constitue une instance vraiment évocatrice de déception et de désillusion, mais qui permet néanmoins d'outiller les personnes pour leur permettre de mieux s'adapter aux enjeux du présent et de leur futur. Ensuite, on va revenir un peu sur les valeurs, leurs préoccupations, les besoins essentiels de ces personnes qui sont associés à leur vécu du temps présent, du moment présent, et les stratégies éventuellement qu'ils peuvent utiliser et déployer pour pouvoir gérer tout ça. Ensuite, un peu revenir sur leur rapport à l'avenir, leur capacité éventuellement à se projeter vers l'avenir. Pourquoi, pour quels objectifs, pour quelles aspirations, et qu'est-ce qu'ils mettent en place pour éventuellement y arriver. Et enfin, les effets perçus par les jeunes qui sont associés à ce programme tapage sur leur expérience au temps et leur trajectoire individuelle, et l'incidence réciproque de leur implication sur l'implication dans le dispositif. Alors, donc, le rôle du passé, tout d'abord, ce qui peut être assez intuitif considérant les données qui existent déjà dans la littérature, c'est que ces jeunes connaissent de nombreux événements de vie négatifs, notamment en lien avec leurs relations familiales, sociales et les expériences préliminaires ou antérieures avec les services, autant de santé et les services sociaux. Et il y en a beaucoup qui font justement part de leur malaise vis-à-vis de ce sentiment d'instabilité, d'insatisfaction et de déception récurrent qui se répète. Il y en a beaucoup qui parlent de relations précoces avec la famille, avec les amis. Puis après, il y a une nouvelle déception qui arrive justement quand ils commencent à être en contact avec les services réguliers. Là, justement, au niveau de l'extrait qui est cité, c'est spécifiquement quelqu'un qui s'attendait à davantage d'un organisme et qui, en fin de compte, a été déçu et que ça va justement faire écho à d'autres déceptions, à d'autres relations avec les services. Et ce qui est aussi significatif, c'est que justement, le fait de déçu à répétition va continuer un petit peu à impacter leur existence au quotidien. C'est vraiment, je suis déçu par mon entourage, je suis déçu par ma famille, mais là, quand je vais croiser quelqu'un de nouveau dans ma vie, je vais être toujours un peu plus méfiant parce que
pourquoi cette personne ne viendrait pas me décevoir également à son tour. Ce qui est un peu donné par l'extrait qui est juste en dessous. Et je voulais aussi revenir sur le cas spécifique un petit peu des dossiers judiciaires et des antécédents justement vis-à-vis de la justice, et notamment la notion des dettes financières. Donc, il y a beaucoup de participants qui signalent que effectivement, le fait d'avoir eu des antécédents vis-à-vis de la justice, d'avoir été condamné, être en attente d'un jugement, va justement continuer à impacter leur démarche ultérieure vis-à-vis d'une réinsertion, de trouver un travail, des choses comme ça. C'est également significatif pour la notion de dette. Il y a beaucoup de personnes qui parlent dans quelle mesure le fait d'avoir un bon d'un bon dossier de crédit, ou d'avoir simplement un dossier de crédit, parce qu'on est dans une société justement qui valorise cette notion-là, alors qu'eux ne sont pas forcément préparés à ce contexte-là, et on leur donne facilement des cartes de crédit, des choses comme ça, mais on ne leur explique pas justement les enjeux qu'il y a derrière. Au bout d'un moment, les dettes s'accumulent, ils ne sont pas en mesure justement de se rétablir, et ça va poser des problèmes quand justement ils seront à la recherche d'un logement, à la recherche d'un travail, simplement pouvoir se payer un forfait téléphonique, des choses comme ça. C'est quelque chose qui les entrave encore beaucoup au quotidien. Mais par contre, ce qui est aussi intéressant à relever, c'est que pour beaucoup des jeunes, il est souvent intégré comme un facteur structurant essentiel qui leur permet justement de mieux évoluer dans le monde d'aujourd'hui, notamment auprès des autres, et spécifiquement de mieux se connaître un petit peu eux-mêmes, et de vraiment se connaître un petit peu les valeurs qui sont importantes pour eux. Et quand on posait la question à certaines personnes, on leur disait est-ce que, compte tenu de ce que tu as vécu de négatif dans ta vie, est-ce que tu aurais voulu voir les choses un peu ou faire les choses différemment? Et beaucoup de personnes qui reconnaissent ces choses compliquées, mais nous disent cette expérience quand même leur a été bénéfique, c'est quelque chose, ça leur a appris beaucoup. Donc, ils considèrent que le cheminement qu'ils ont eu est quand même quelque chose qui va leur donner un sentiment de croissance, de maturité, qui est justement pour apprendre des choses vraiment d'un point de vue existentiel quasiment. Donc voilà pour le passé. Maintenant, pour le présent, ce qu'on va surtout constater, c'est vraiment la notion d'état constant de préoccupation, ce qui fait qu'ils sont dans des conditions de vie très centrées sur la survie. Le problème, c'est que pour répondre un petit peu aux besoins de base, l'alimentation, le logement, la sécurité, des choses comme ça, c'est très aléatoire comme condition de vie, et c'est quelque chose qui va vraiment les préoccuper constamment. Le fait est que ça va, en tant que tel, interférer avec toutes les démarches d'équilibre qu'ils vont pouvoir entreprendre. Vous avez quelqu'un là, typiquement dans cet extrait, qui vous dit il commence à avoir justement une insertion vis-à-vis d'une formation, commence à avoir justement un travail, mais le problème, c'est que quand il essaie de concilier ça avec son interaction, là, typiquement avec des ressources qui ont des règlements très stricts, il y a quelque chose qui va pas marcher. Donc lui, il va fonctionner un petit peu en fonction de ce qui lui semble plus prioritaire. Mais c'est au détriment forcément de quelque chose. Mais donc cet état constant de préoccupation demande justement à ce qu'eux puissent s'adapter, justement, saisir les opportunités, de nouvelles opportunités pour pouvoir répondre à ces besoins, leurs besoins. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement cette expérience de la survie fait émerger de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire et de nouveaux savoir-être qui, justement, eux sont en capacité, avec un peu plus de recul, un peu plus de parcours, ils reconnaissent justement qu'ils ont appris des choses, un peu comme ce que je disais juste avant. C'est quelque chose sur lequel ils peuvent comptabiliser et quelque chose qui va vraiment les aider dans leur trajectoire. Ensuite, ce qui est aussi intéressant de signifier, de relever, c'est qu'en plus des besoins complexes sur le plan matériel, donc je disais alimentation, hébergement, enjeux financiers administratifs, ne serait-ce pour avoir des couvertures santé par exemple, ou humain, donc le soutien émotionnel qui est quand même quelque chose que beaucoup ont noté, beaucoup vont insister sur les valeurs individuelles qui ont une forte signification pour eux. Et spécifiquement, ce qui est surtout revenu au niveau des entrevues, c'est le besoin de reconnaissance de leurs valeurs personnelles, de liberté, d'être en mesure justement de choisir et d'agir sur leur vie. Quelque chose qui est vraiment significatif. Et là, vous voyez en fait l'extrait qui est juste en dessous, c'est de montrer que quelqu'un qui ne supporte plus, là c'est spécifiquement par rapport au travail, qui ne supporte pas se percevoir comme quelqu'un d'interchangeable, juste un maillon dans la chaîne, puis si jamais ça ne va pas, tu t'en vas, on va prendre quelqu'un d'autre. Il y a une notion de valeur individuelle qui est importante pour eux, et c'est là la comparaison vis-à-vis de l'apport à tapage. J'anticipe un peu l'affaire. Alors, pour le futur, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, de façon générale, on peut constater que les jeunes ont encore beaucoup de mal à se projeter vers l'avenir. C'est une capacité justement à concevoir, à envisager ce qui peut leur arriver par la suite, qui est encore relativement restreinte, dans la mesure où beaucoup restent encore
en conflit, en tiraillés à la fois par les souvenirs qui vont, le fardeau du passé, on va dire de façon plus large, et les préoccupations quotidiennes liées à la survie. Et ce qui est aussi significatif, c'est que le futur, pour beaucoup, leur paraît généralement trop incertain, trop menaçant. Justement, on repart dans l'idée de l'espoir déçu, dans l'idée que par le passé, ils ont pu éventuellement avoir des objectifs, des choses qui leur plaisaient, des choses qu'ils voulaient justement mobiliser. Mais le fait est que ça n'a pas marché pour X ou Y raison. Et maintenant, ils se disent, est-ce que j'ai vraiment envie d'être déçu? Est-ce que voilà, c'est une appréhension qui grandit petit à petit, qui se construit de leur côté. Alors, par contre, on note aussi que certains présentent l'idée que le fait de disposer d'objectifs qui leur sont désirables au niveau de leur vie, autant à court terme, à moyen ou à long terme, que ça concerne à la fois des objectifs professionnels, des objectifs dans leur vie privée, par rapport au couple par exemple, ou au niveau de l'insertion sociale au sens large, ça constitue une source de motivation significative pour eux, et notamment pour engager un changement et justement mettre en œuvre un certain nombre de stratégies, un certain nombre d'actions pour valoriser ce changement-là. Là, typiquement, vous avez l'exemple d'une jeune participante qui dit que le fait d'avoir un objectif professionnel qui est devenu clair, et en plus des rétroactions dans ce cas de figure-là des enseignants dans sa formation qui disent que oui, c'est quelque chose qui te va bien. Donc, il y a la notion de réussite qui se construit petit à petit. Et même s'il y a encore des conditions au quotidien qui sont assez délicates à gérer, elle arrive justement à avoir cette motivation, cette force justement pour continuer et s'inscrire dans cette évolution-là. Alors, et maintenant, au niveau de l'effet de tapage, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on constate que l'arrimage des participants au programme tapage permet une certaine stabilisation du moment présent, notamment parce que le programme va chercher à répondre aux besoins matériels immédiats. Donc là, on va avoir notamment l'idée de ce qui est vraiment l'amorce principale, c'est l'accès à une source de revenus qui est fiable et régulière. C'est-à-dire, je vais venir travailler, je vais être payé immédiatement en un temps relativement court. Et par derrière, en fait, on peut justement avoir, via les intervenants, un ensemble de démarches qui vont justement permettre de combler les autres besoins importants, donc notamment la notion de logement et la notion d'alimentation. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement d'agir sur ces besoins permet justement de réduire l'ampleur des préoccupations quotidiennes qu'on évoquait tantôt et d'offrir plus largement l'impulsion pour progressivement considérer une nouvelle routine. C'est-à-dire qu'on est moins dans la notion de survie immédiate, on construit petit à petit une vie un peu plus classique, et vraiment avec des guillemets. C'est quelque chose on vit moins dans le très 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 court terme, on va commencer petit à petit à construire des choses au fur et à mesure. Ensuite, l'idée c'est que pour ces jeunes-là, l'insertion dans le programme offre également, on va avoir un espace pour reconsidérer un petit peu ce qui leur est arrivé dans leur vie. C'est-à-dire, ok, je vois qu'en fait, on me fait confiance, on me donne la capacité de montrer ce que je sais faire et je sais faire des choses. Et dans ce cas-là, je retisse à la fois du lien et de la confiance vers moi-même, mais également vers les autres qui me font confiance, que ce soit les intervenants, les autres personnes qui participent au programme. Donc là, je mettais spécifiquement en lumière la notion, la confiance vis-à-vis du milieu de travail, ce qui permet parfois de réconcilier des mauvaises expériences dans l'histoire du jeune. Milieu du travail, les autres également, ou encore des services intervenants, ce qui reprend les trois grands pôles. Et enfin, l'impact plus large que je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment, comme ils sont impliqués sur un plus long terme vis-à-vis du programme tapage, on constate petit à petit un élargissement des perspectives de vie, un élargissement des aspirations auxquelles ils ont accès, en fait. Donc justement par rapport à l'avenir et à leur futur. Parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, d'être en contact à ce programme-là, ça provoque quelque chose chez eux, autant au niveau des besoins immédiats que sur leur propre identité, donc l'image d'eux-mêmes, leur sentiment d'accomplissement, le fait qu'ils ont une meilleure maîtrise de ce qui leur arrive. Ça, c'est intéressant justement de remettre vraiment ça dans le contexte. Alors, par rapport à tous ces éléments-là, pour faire un petit peu le mix un peu de toutes ces choses-là. Donc, si on recroise un petit peu par rapport aux données qui existent dans la littérature, on voit quand même des profils de temporalité qui sont cohérents avec les enjeux de l'itinérance. Ouais, ça marche. Alors, on a donc ici, on a une expérience subjective autant sensiblement différente de nos jeunes, donc davantage négative, lorsqu'on essaie de la comparer à celle de jeunes du même âge, mais qui ne sont pas en situation d'itinérance. Donc typiquement,
les jeunes en situation d'itinérance avec un rapport négatif au passé plus important, une capacité à se projeter vers l'avenir moins significative, beaucoup plus dans le présent. Donc ça, un peu pour reprendre ce que je disais là. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de... Je ne suis pas dedans. C'est aussi de remarquer que l'expérience subjective au temps de ces jeunes-là est plus positive que celle d'adultes qui sont plus âgés, qui sont également en situation d'itinérance. Donc les jeunes en situation d'itinérance, ils sont moins ancrés dans le passé négatif, dans vraiment le rapport négatif au passé. Ils ont un rapport un peu plus facile au futur encore, et ils sont un peu moins résignés vis-à-vis de leurs conditions de vie actuelles. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est vraiment une période charnière, justement, le début de l'âge adulte, au moment, enfin, ça constitue un moment sur lequel il peut être particulièrement significatif d'agir, de leur proposer quelque chose pour pouvoir impacter ces trajectoires et éviter justement que leurs conditions de vie se détériorent encore et qu'ils connaissent d'autres répercussions négatives dans leur existence. Ensuite, au niveau justement on se dit par rapport au programme Tapage, qu'est-ce qui influence spécifiquement cette expérience subjective au temps? Donc là, moi, je me considère vraiment les processus en jeu pour expliquer ces changements-là. Donc là, schématiquement, on a un petit peu ça, c'est qu'on constate tout d'abord une action initiale centrée sur le présent qui fournit une réponse aux préoccupations essentielles du quotidien. Donc, une fois qu'on a répondu à ça, les jeunes pourraient éventuellement disposer de davantage de ressources pour reconsidérer la manière dont ils sont liés à leur passé et donc leur façon plus large de voir le monde, les autres et eux-mêmes. Ça reprend un peu l'idée qu'il y avait tantôt. Et enfin, étant apaisés vis-à-vis de leur passé et de leur présent, le fait de se projeter vers l'avenir, vers des aspirations plus lointaines, c'est quelque chose qui devient progressivement plus envisageable pour eux. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de changements progressifs qui sont importants au sens des jeunes, qui sont perçus comme tels par les jeunes, et qui justifient justement le recours répété au programme. C'est quelque chose qui les accroche un petit peu dans cette démarche-là. Et par contre, ce qui est intéressant quand même de souligner, c'est que tous ces jeunes ne suivent pas nécessairement le cheminement qui est indiqué au-dessus. Il y a effectivement une grande diversité des expériences subjectives au temps, et il n'y a pas une seule façon de faire. C'est juste des enjeux qui sont importants de relever. Plus largement, si on considère les composantes précises du programme Tapage, moi, ce que je voulais retenir, c'est spécifiquement la capacité du programme à fournir une aide immédiate répondant à une large gamme de besoins matériels et humains. L'idée aussi de la significativité de la flexibilité du cadre et de l'acceptation inconditionnelle des jeunes comme vraiment pierre centrale des interventions, et l'utilisation du travail comme un proxy accessible à court terme pour enclencher ultérieurement des changements plus larges et à plus long terme, notamment une action sur le pouvoir d'agir et le capital psychologique. Le capital psychologique, c'est une grande dimension où on met des notions, par exemple, d'espoir, d'optimisme, de résilience et le sentiment d'auto-efficacité, par exemple. Donc, comme je pense qu'il ne me reste plus tant de temps que ça, je vais peut-être passer juste sur la recommandation finale que je voulais, parce que là, je n'ai pas forcément le temps de vous détailler ça. Donc, sur la base de tous ces éléments-là, je voulais vraiment revenir sur cette idée-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut éventuellement proposer au niveau de l'intervention dans une perspective plus large de réduction des méfaits, qui ne se limite pas forcément au cadre de tapage spécifiquement, mais plus spécifiquement à toute intervention qui est en lien avec cette population de jeunes. Donc, qui vient vraiment au premier plan, c'est la notion de lien de confiance significatif. Donc, de construire un lien significatif et de maintenir ce lien dans le temps. Là, on est à la fois au niveau du lien de confiance vis-à-vis de l'institution, de l'organisation et de l'intervenant, des intervenants, on va dire en face à face, entre guillemets. Donc là, typiquement, au niveau de l'organisation, il est important de repréciser vraiment régulièrement les buts et les portées des interventions, justement pour ne pas créer de fausses attentes sur ce que le jeune va éventuellement espérer vis-à-vis de l'intervention. Ça, c'est quelque chose qui peut être très dommageable justement dans les trajectoires et dans la récurrence des déceptions qu'ils ont pu connaître. Et ensuite, au niveau des intervenants, ce qui est vraiment significatif, c'est le fait que les intervenants, c'est vraiment des points de repère humains vraiment majeurs, parce que vous partez dans l'idée qu'il y a des personnes qui ont connu énormément de déceptions dans leur trajectoire de vie, avec leur famille, avec leur entourage, leurs amis, des choses comme ça. Donc le fait d'avoir quelqu'un sur qui compter, qui est là, qui est présent de manière continue, c'est vraiment quelque chose de primordial en fait, alors à ce stade-là. Ensuite, donc, par rapport aux besoins, c'est vraiment d'être en mesure d'offrir une réponse intégrée, donc vraiment de couvrir un large panel de besoins. Donc, je mettais les besoins de base. Après, il y a tout un ensemble de besoins liés à l'intervention psychosociale, médicale, à la santé mentale, santé physique.
la réduction des méfaits, et j'en passe beaucoup. Mais comme on peut aussi constater que c'est assez délicat de tout fournir au même endroit, il y a nécessairement la notion de travail en réseau, la travail de référence vers des ressources partenaires. C'est une référence qui se prépare, c'est une référence qui s'accompagne et qui se suit. C'est le jeune qui est suivi à travers ces différentes étapes. Et nous, ce qui nous semblait aussi important, c'est de mettre l'accent sur les antécédents judiciaires et financiers, parce que c'est quelque chose c'est vraiment un fardeau qui vont traîner longtemps et qui va continuer d'impacter un petit peu leur existence et leur projet d'avenir. C'est quelque chose sur lequel il faut avoir une attention vraiment très particulière. Ensuite, tenir compte des valeurs individuelles, donc ça on a déjà évoqué. Et vraiment, donc c'est l'idée de placer les personnes au cœur de leur accompagnement. C'est vraiment de se baser sur ce qui leur est important, à la fois en tant qu'individu et à la fois en tant que besoin, toutes ces choses-là au sens large. Ensuite, pour finir, donc un accompagnement qui va vraiment se construire en s'appuyant sur les forces et les savoirs individuels liés justement à l'expérience typiquement l'expérience de la rue, l'expérience du vécu de l'itinérance de ces personnes-là. Savoir justement s'appuyer de qu'est-ce que ça leur a appris, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans tout ça. C'est quelque chose à valoriser. Donc vraiment aussi identifier, favoriser le recours à des stratégies d'adaptation bénéfiques. Il y a surtout la notion de soutien social qui est vraiment perçue assez intuitivement par les jeunes, que ce soit autant par des pairs, vis-à-vis de pairs ou d'autres ressources humaines à côté d'eux, on va dire. Et je dirais aussi donc, tout ce qui permet de travailler sur le renforcement du sentiment de résilience, d'efficacité personnelle, pouvoir d'agir au sens large. Et là, à ce niveau-là, on a pas mal d'interventions qui s'inspirent de la psychologie positive, qui permettent justement d'agir sur ces notions-là. Capacité de résilience, nécessité d'espoir, d'acceptation positive du passé. C'est ce que je vous disais, le capital psychologique de tantôt. Et enfin, ce que je trouve vraiment très porteur, c'est la notion de favoriser la capacité des jeunes à aspirer en faveur d'un avenir qui leur semble spécifiquement très désirable. Ici, ça va surtout reposer sur l'idée de diversifier les expériences et leur donner accès à un plus large éventail d'opportunités, autant au niveau de la formation, on va dire au niveau scolaire, au niveau des opportunités d'emploi, au niveau des insertions sociales qu'ils peuvent connaître. Et c'est particulièrement significatif dans le cas où des personnes n'ont pas forcément eu accès à toutes ces choses-là auparavant. Voilà, je pense que j'avais fait pas mal le tour. Merci en tout cas pour votre attention. Un grand merci, Vincent. Vraiment très intéressant. Donc, j'invite les participants maintenant, on a été jusqu'à 53 aujourd'hui, à m'indiquer dans le chat leurs questions. On pourra les lire à Vincent par la suite. Puis, encore une fois, vous pouvez cliquer sur lever la main, puis je pourrai vous permettre d'adresser verbalement là, vos questions, commentaires. Donc, pour débuter, on a déjà une petite question. En fait, Vincent, si tu pourrais nous parler un petit peu plus les types d'emplois, des projets qui étaient proposés aux participants de ta page. Après, ce qui est intéressant à saisir, c'est que justement, par exemple, les plateaux de travail au niveau du volet 1 sont très saisonniers, c'est-à-dire que ce qui a pu poser d'ailleurs un problème par rapport à certaines périodes de recrutement, parce que l'offre était un peu plus limitée, et c'est quelque chose justement que certains jeunes pouvaient regretter. Mais par exemple, schématiquement, on a en hiver, c'est beaucoup des opportunités de déneigement, par exemple des rues ou des choses comme ça. Ça va être beaucoup plus limité en termes d'offres, mais par contre, à l'été, c'est quelque chose où il y a par exemple de nettoyer les rues de façon plus large. Il me semble qu'il y a beaucoup de participants qui parlaient d'une ferme. C'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est-à-dire qu'ils vont aller aider quelqu'un dans ses cultures, dans son activité un peu fermière, de sens large. C'est vraiment une expérience très valorisée. Ils auraient vraiment souhaité qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités d'y aller de façon générale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de chantiers en termes d'activités paysagistes, une notion un peu d'urbanisme au sens large. Je ne veux pas forcément dire de bêtises sur le détail, mais c'est ça, c'est de s'occuper un peu des espaces verts, des choses dans cet ordre-là en tout cas. Parfait, excellent. Puis, la prochaine question de Léonie, en fait, elle demande est-ce que l'échantillon qui a été recruté ressemble à la clientèle de ta page, donc une majorité de participants masculines avec les principales substances consommées au niveau du profil de consommation? En fait, ce qui est intéressant sur cette question-là, c'est que ça me rappelle en fait une question similaire qu'on m'avait posée en congrès, justement. Parce que vraiment la répartition homme-femme, ce qui est vraiment quelque chose qui avait choqué, se dire pourquoi il y a si peu de femmes. Et donc il y avait la question, c'est que
dans un premier ordre, effectivement, à tapage, il y a beaucoup moins de femmes qui sont présentes. Après, derrière, on peut se poser la question du pourquoi. Donc là, on avait un peu réfléchi avec ces personnes-là au niveau de l'auditoire à l'époque. On s'est dit que, et à la fois, on est revenu un petit peu avec des participants de l'échantillon, puis qu'on n'avait pas fini le recrutement à ce stade-là. Qu'effectivement, il y en a plusieurs qui pointent que les activités qui étaient proposées, soit éventuellement ne conviennent pas totalement aux femmes, ou peut-être parce qu'elles ont peut-être plus de mal à rejoindre un petit peu le programme. Il y a quelque chose qui se fait peut-être un peu moins bien vis-à-vis de l'amorce et de l'accroche. Il y a peut-être quelque chose qui manque en termes peut-être d'information de qu'est-ce que c'est vraiment le tapage ou des choses comme ça. Il y a peut-être un ensemble de ces deux choses-là. Après, peut-être que de façon générale, dans ce contexte, au niveau de Montréal, au niveau urbain, peut-être qu'il y a aussi le fait que mécaniquement, il y a peut-être une majorité d'hommes dans tous les cas. Mais est-ce que c'est dans cette proportion-là? Ça, c'est une autre question en tout cas. Mm-hmm. Et au niveau des consommations, c'est quelque chose qui est assez uniforme malgré tout. C'est beaucoup. Et ce qui est même intéressant, c'est qu'ils ont les personnes qui fréquentent Tapage ont une espèce d'identité de consommateur. C'est qu'entre eux, ils se disent on partage ce type de consommation-là, ce qui n'est pas forcément les mêmes profils de consommation que des personnes éventuellement plus âgées qui vont typiquement fréquenter les ressources de spectre de rue. C'est quelque chose qu'eux-mêmes, ils montrent bien qu'il y a une espèce de diversité à ce niveau-là. Parfait, merci. Puis, est-ce que vous savez si les interventions qui sont faites en tapage au sujet des impacts du dossier judiciaire, c'est une question de Michel Octeau. Je ne sais pas si c'est assez précis. Il me semble, là, je ne suis pas forcément totalement sûr de l'impact, mais il me semble que certains participants nous parlaient d'un accompagnement dans cette démarche-là. Après, est-ce que c'est quelque chose qui se fait de façon systématique ou pas? Mais en l'occurrence, là, le propos vraiment de ce que nous, on essaie de faire remonter vis-à-vis de ce projet-là, c'est vraiment de montrer que c'est quelque chose qui peut être même plus préoccupant qu'on peut l'envisager, parce que c'est vraiment quelque chose le fait d'avoir un nom, autant côté judiciaire que côté financier, c'est quand même quelque chose qui va continuer à les poursuivre, en fait. Enfin, le choix du terme, mais c'est ça. Ça marche. Puis la prochaine question, c'est au niveau du partenariat. Donc, est-ce que c'est difficile de trouver des milieux de travail partenaires? Là, je me rappelle justement des réunions vis-à-vis des partenaires, justement des représentants, des corrodos au niveau de tapage, des choses comme ça au niveau de spectre de rue, qui nous partageaient comme quoi ils sont toujours à la recherche de davantage de partenariats, autant avec des entreprises qu'avec des organismes publics ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment un enjeu de pouvoir, je pense que pour diversifier l'offre, un peu d'intervention, l'offre d'opportunités d'emploi, ça passe nécessairement par ça. Ça passe par des financements, ça passe justement par le fait de créer un réseau justement d'action à ce niveau-là de façon très large. Je pense même entre les différents organismes qui proposent des activités à peu près similaires de bas seuil, accès sur l'emploi, des choses dans ce style-là. Parfait, excellent. Ça fait le tour des questions que j'ai présentement au chat. Pour le moment, je ne vois pas de personne au niveau qui ont levé la main. Donc, je vous laisserai encore quelques minutes. Puis j'en profite pour vous dire qu'il est possible d'évaluer notre conférence d'aujourd'hui, puis le concept général là, du CRI pandémie. Là, si vous avez des petites rétroactions à nous faire, je vais vous envoyer le lien. C'est très court là, comme sondage, à peu près 2-3 minutes, si vous voulez nous donner votre avis sur nos activités. Moi, j'aurais peut-être une petite question. En attendant, Vincent, tantôt tu parlais homme-femme, typiquement, il y a très peu de femmes. Est-ce qu'il y a des petites caractéristiques qui sont possibles de voir des différences ou pas vraiment? Leur profil est relativement semblable? Tu as le profil en termes de quoi spécifiquement? Tu as en temporalité pure? Oui, en termes de comme leur vision au niveau temporel, là, passé, avenir, qui nous sont contenus aujourd'hui. Au niveau des données qu'on a, il n'y a pas forcément quelque chose qui est très. Enfin, même en essayant de comparer 4 femmes à 19 hommes, il n'y a pas franchement grand-chose qui change. Après, elles ont. Je dirais que c'est plus dans leur histoire passée elles n'ont pas forcément connu les mêmes choses. Il y a aussi une notion de violence vis-à-vis faite aux femmes dans des contextes
peut-être moins sécuritaires, clairement, quand elles ont dû vivre à la rue ou des choses comme ça. Mais est-ce que ça s'exprime je pense que c'est à peu près les mêmes profils au niveau des noyaux vraiment centraux. Puis après, il y a des petites. Enfin, c'est un peu ce que je disais, c'est qu'il y a des petites distinctions en fonction des individus, en fonction de leur propre parcours. Et à ce que j'ai donné, c'est vraiment les grandes lignes un peu générales. C'est en gros, la majorité des personnes passent par ça, mais pas forcément de la même façon, dans la même intensité, de la même ampleur. Mais il y a forcément des enjeux. Typiquement, quand les notions en même temps, par exemple, c'est vraiment la notion de violence et de sécurité un petit peu dans le fait de vivre à la rue, qui sont quelque chose qui est plus souvent cité par les femmes que par les hommes. OK. Même si on n'a que 4 femmes, c'est elles. Je pense que les hommes n'en ont quasiment jamais parlé. Ou à la rigueur, eux, ils avaient peut-être juste peur de se faire voler la nuit, quoi. Et il y a peut-être une personne qui en a parlé en tant que côté homme. Côté OK. femme, c'est peut-être un peu plus récurrent, quoi. OK, parfait. Merci pour les précisions. Puis concernant la rémunération des participants, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sur le fonctionnement? Est-ce que c'est en argent comptant tous les jours au niveau de la rémunération des participants à ta page? L'idée, c'est que s'ils sont sur le volet 1, donc à la suite des plateaux de travail, c'est vraiment, ils appellent juste avant le plateau pour savoir s'il y a de la place, puis ils vont, une fois, s'ils arrivent à avoir une place dans ces plateaux-là, ils vont travailler quelques heures, puis après, tout de suite après, ils sont payés. Au niveau du mode de rémunération, alors, je confonds parce que j'ai le fonctionnement de tapage en France qui est un peu différent d'ici, mais ici, il me semble que c'est en argent comptant. Mais ouais, je suis à peu près sûr de ça, alors qu'en France, ça ne peut pas se faire dans ce format-là, en tout cas. Mais c'est ça, ouais, c'est argent comptant à la fin des plateaux, immédiatement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très immédiat. Et à côté de ça, on a des contrats de travail. Par contre, là, je suis un peu moins familier de la rémunération, contrat de travail plus long, plus engageant. Là, je ne vais pas forcément dire de bêtises à ce niveau-là. OK, parfait. C'est bon, ça répond bien à la question. Je laisse encore une petite minute si jamais une dernière question. Puis, je tiens vraiment à remercier Vincent pour sa présentation. C'est vraiment très apprécié. Puis, je vous invite à nous suivre là, dans nos prochains webinaires. Si moi, je pouvais juste apporter une petite précision aussi, Oui, absolument. c'est que sur le support présentation qui sera partagé plus tard, moi, j'ai intégré directement deux slides de références bibliographiques, justement, pour les personnes que ça pourrait intéresser davantage. Il y a aussi la slide que j'ai passée rapidement, qui en fait, c'était une troisième sous-étude à l'intérieur du plus large projet, où justement, j'essaie de chercher un peu plus globalement, au niveau des interventions, qu'est-ce qui permet d'influencer justement l'expérience individuelle autant, sans se restreindre spécifiquement à la réduction des méfaits. C'est vraiment les interventions en santé de façon très large et les interventions relatives à l'emploi. Donc en fait, c'est des petites pistes de réflexion qui peuvent se retrouver à gauche, à droite. Donc en tant que complément d'information, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. C'est ça. Parfait, merci. On a une dernière question de Francis Zola qui mentionne que vous avez parlé en fait du bassin d'exigence. Puis est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les éléments qui entrent dans la définition des seuils d'exigence par tapage? Pour moi, c'est surtout la notion d'essayer d'accepter le plus de personnes possible, justement, et de les accepter et de les garder avec soi au niveau de l'intervention. Après, en termes de critères, donc j'évoquais rapidement celle de la consommation parce que c'est celle qui était la plus prégnante dans mon esprit vis-à-vis de ça. Est-ce qu'ils en ont d'autres spécifiquement? Il y a forcément le critère d'âge parce que l'intervention cible aussi cette population jeune-là. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui rentrerait là-dedans? Je ne sais pas s'il m'échappe des choses évidentes, en fait, c'est ça qui m'embête un petit peu. Mais en fait, c'est vraiment l'idée de réduire au maximum toutes les barrières qu'on peut avoir. C'est typiquement la notion de coût financier, la notion on ne va pas leur demander de remplir des dossiers, de faire des listes d'attente pour intégrer le programme. C'est vraiment de pouvoir
les récupérer dès qu'ils arrivent en fait et leur proposer quelque chose immédiatement. Éviter de vraiment enlever toutes les barrières qui peuvent entraver un petit peu le processus de mise en lien avec la ressource, avec l'intervention. C'est l'enjeu général est vraiment là, c'est vraiment de réduire un peu tout ce qui est côté administratif, côté institutionnel, côté organisationnel au sens large. Mhm. Et dans le fond, concrètement, les participants intéressés, ils se présentent à un Mmh. organisme pour manifester leur intérêt, puis par Mmh. la suite, ils peuvent participer à court terme Mmh. à une Ouais. séance de travail. C'est ça. Sachant qu'en plus, au niveau de toutes les ressources communautaires au niveau de Montréal, il y a forcément comment dire, de la documentation qui circule. Donc, ils connaissent en fait justement la mise en lien avec ta page se fait à la fois vis-à-vis des pairs, c'est-à-dire d'autres personnes qui peuvent connaître dans la rue, qui leur disent bah, tiens, toi, tu connais pas ta page, tu sais, ça fait ça pour moi, etc., etc. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait à ce niveau-là. Puis après, il y a de l'information effectivement qui circule au niveau des autres ressources qu'ils peuvent fréquenter. Par exemple, les endroits pour aller chercher à manger, des choses comme ça. Éventuellement dans des refuges, ça peut exister justement pour faire la mise en lien à ce niveau-là.